Côte d'Ivoire rend hommage à ses 7 soldats tués lors de l'attaque de Olodio dans le département de Tabou. Ils ont été décorés à titre posthume. Les Ivoiriens aiment de plus en plus la technologie, notamment les smartphones. Mais attention aux contrefaçons, c'est ce que nous verrons dans quelques instants. Et en fin de journal, nous allons découvrir l'abaya, ce vêtement et accessoire de mode porté par les femmes aux Émirats arabes unis. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue. Des décorations posthumes aujourd'hui à l'état-major général des forces républicaines de Côte d'Ivoire. 7 soldats ont été élevés au rang de chevaliers de l'ordre du mérite ivoirien. Ils ont trouvé la mort lors de l'attaque du poste militaire de Olodio dans le département de Tabou dans la nuit du 2 au 3 décembre dernier. Leur bravoure a été saluée par le ministre chargé de la Défense, Paul Kofi Kofi. Les fêtes de fin d'année arrivent à grands pas et il n'est pas toujours facile de trouver la bonne idée cadeau pour nos proches. Mais pourquoi pas un téléphone mobile évolué? C'est un outil très prisé par les Ivoiriens. Cependant, comment reconnaître un vrai smartphone d'une contrefaçon? Un reportage. Ibrahim est un homme d'affaires averti et pour gagner du temps et de l'argent, il possède au moins 2 smartphones de bonne qualité, précise-t-il. Avec le téléphone là, je peux faire mon commande aéro. Tu envoies ça sur WhatsApp ou bien sur Viber. Tout ça facilité. Avec ça là, tu n'as même pas besoin de voyager. À l'ère des nouvelles technologies, tout le monde ou presque utilise des smartphones. Ces téléphones de dernière génération se vendent comme des petits pains et pas seulement dans les magasins agréés. Haut de gamme ou bas de gamme, chacun y va de son porte-monnaie et le marché s'y prête à souhait. Chacun son prix. L'original, il y a beaucoup de fonctions, il fait des wifi, il a des wifi, il fait d'internet. Tu peux naviguer partout où tu veux. Hein. Le chinois, c'est pour faire à l'eau et puis écouter des musiques. On appelle chinois simplement parce qu'ils ne sont pas connus. Voilà. Il y en a qui ne sont pas connus, mais qui sont de bonne qualité. Il y en a aussi qu'on appelle des Shintok, qui sont de mauvaise qualité. Ces smartphones qu'on imagine contrefaits ou de mauvaise qualité, comparés aux marques les plus connues, répondent aux normes Android selon cet informaticien. Avec les smartphones aujourd'hui, qui sont basés sur le système d'exploitation Android, qui est un système d'exploitation mobile, il n'y a pas vraiment de Shintok en tant que tel, puisque tous ces smartphones sont basés sur le même système d'exploitation Unix qui est installé sur le téléphone. Ils apportent les mêmes fonctionnalités. S'il y en a de tout genre, ils ne résistent pas tous de la même façon à l'usure du temps, témoigne ce technicien sous couvert d'anonymat. Pour nous les techniciens, c'est très souvent quand on démonte le téléphone, on voit la différence. Parce que les pièces ne sont pas les mêmes. Par exemple, un appareil qui coûte près de 300-400 000. S'il y a la copie qui coûte au moins 50 ou bien 70 000 francs, le monsieur il est satisfait. Les smartphones, ces joyaux technologiques de poche et faciles à emporter, répondent aux exigences des temps modernes en termes de communication, d'information et de divertissement. J'utilise un smartphone pour appeler d'abord, naviguer, j'écris les textos aussi. Bien que les smartphones présentent des fonctionnalités intéressantes, les petits téléphones gardent leurs admirateurs. Celui-là, à cause de l'autonomie de la batterie et tout, ça me permet de durer et de communiquer longtemps aussi. Qu'ils soient originaux ou contrefaits, français ou chinois, comme on le dit couramment ici, la certitude d'avoir son correspondant au bout du fil reste à la portée de tous. Un reportage de Hervé Blé et Abdoulaye Koné. On part à présent à Grand Bassam, dans le sud Comoé, où environ 350 spécialistes de l'appareil digestif réfléchissent sur la prévention et la prise en charge des cancers digestifs. Ces travaux s'inscrivent dans le cadre de la 17e journée de gastro-entérologie d'Afrique francophone et du 4e congrès de la Société ivoirienne de gastro-entérologie et endoscopie digestive. Le cancer digestif est un problème de santé publique en Afrique. Il est dû à de mauvaises habitudes alimentaires, à la consommation de l'alcool et du tabac. En Côte d'Ivoire, c'est le 2e cancer chez l'homme
après la prostate et le 3e chez la femme après le cancer du col de l'utérus et du sein. Seul le dépistage précoce favorise une meilleure prise en charge de ce cancer. Mais très souvent en Afrique, le diagnostic se fait à un stade avancé. Ce problème est donc au cœur des échanges de la 17e journée de gastro-entérologie d'Afrique francophone et le 4e congrès de la Société ivoirienne de gastro-entérologie et endoscopie digestive. Nous allons débattre donc au niveau des diagnostics parce que l'enjeu c'est de faire des diagnostics précoces. Il faut détecter tôt la maladie cancéreuse pour être efficace, pour pouvoir obtenir une survie de plus de 5 ans. Donc nous allons réfléchir aux méthodes de diagnostic précoce, aux méthodes de traitement les plus efficaces. Cancer digestif en Afrique, nouvel enjeu de santé publique. C'est le thème de cette rencontre scientifique qui réunit environ 350 participants venus d'Afrique et d'Europe. Il y a le cancer du foie, qui est surtout dû à une infection chronique par le virus B de l'hépatite. Il y a aussi des cancers qui vont devenir peut-être plus fréquents, c'est le cancer du côlon et du rectum. Donc c'est grâce à des réunions comme celle-ci où on peut donner des recommandations, on va avoir une meilleure utilisation des traitements. Diagnostic tardif et prise en charge au coût élevé. Les spécialistes du tube digestif vont donc faire des recommandations aux décideurs africains pour l'accès facile au traitement. Des précisions de Konaté Moussa. Dans l'actualité nationale également, cette cérémonie de planting d'arbres aujourd'hui au lycée Sainte-Marie de Cocody. Cet établissement d'excellence appuyé par la Société de développement des forêts a procédé ainsi au lancement de la toute première journée verte. Il s'agit de lutter contre le réchauffement climatique par le reboisement. À noter que cette action de sensibilisation à la protection de l'environnement va s'étendre aux autres lycées du district d'Abidjan. Planting d'arbres au lycée Sainte-Marie de Cocody. Élèves, encadreurs et parents d'élèves, ensemble pour sauver l'environnement du réchauffement climatique. Nous subissons de plein fouet le changement climatique ici à Abidjan. On est en plein mois de novembre et il pleut très fort, ce qui n'est pas habituel. Et le niveau de la mer va en s'augmentant quand le climat se chauffe. Donc nos îles risquent de disparaître. Le couvert forestier ne va plus exister. Cela va entraîner la famine. Ces arbres vont nous sauver demain. Je demande à tous les élèves de Côte d'Ivoire de planter un arbre pour aider à la préservation de l'environnement. L'opération est appuyée par la Société de développement des forêts, SODEFOR, qui encourage les établissements scolaires à vulgariser le planting d'arbres. C'est un lycée vert qui sert de modèle pour l'ensemble des autres lycées et je suis vraiment émerveillé de cette opération. Chaque Ivoirien devrait faire cela. Après le lycée Sainte-Marie de Cocody, l'opération planting d'arbres va se poursuivre dans les autres lycées et collèges de la Direction régionale de l'éducation nationale et de l'enseignement technique Abidjan 1. Des précisions de Doigt de Laser et Yasmine Kanga. Au chapitre culture, un film documentaire pour faire la promotion du mouvement Zigéi, rythme ivoirien apparu dans les années 80. Cette œuvre intitulée Les enfants d'Oufouette est réalisée par Kipré Jean-Omer, alias Saint-Polo, a été présentée le 3 décembre dernier à l'Institut Goethe. On les appelle les Ziggy ou encore les gros bras. Ces jeunes gens aux musculatures impressionnantes régnaient à maître dans les zones urbaines de Côte d'Ivoire dans les années 70, 80 et 90. Pour mettre en lumière ce qui a été la réalité dans ces espaces dirigés par ces jeunes à la force herculéenne, un film documentaire est né. Son titre, Les enfants d'Oufouet. Ce film montre beaucoup la culture. Pour moi, je pense que pour sortir beaucoup de jeunes de la rue, c'est la culture et le sport. Comme ça se fait dans les grands pays au monde, on parle du rêve américain, la réalité, on nous montre les grands sportifs, on nous montre la musique, on nous montre tant. Mais la rue elle-même, la musique elle-même, la danse, tout ça. Pour les gros bras, tout un concept et un art de vivre. Une dynamique urbaine qui, selon la directrice de l'Institut Goethe, avec son art et son expression, mérite d'être valorisée. Je crois que c'est important qu'on fait des réflexions sur la propre histoire culturelle de son pays. Et je crois que ce film fait partie de cette histoire. Alors, bien sûr, c'est raconter
par un témoin, par quelqu'un qui raconte son propre histoire. Et je suis sûre qu'il y a des autres versions, mais ça amène à une discussion. Et c'est la raison aussi pourquoi nous vont projeter les films. Le mouvement Zigueyi se remuait en langue BT, au-delà des combats de rue et d'autres formes de violence qui lui étaient imputés, apparaît aussi comme une forme d'expérience qui forgeait la personnalité de ses membres. Un mouvement précurseur donc à l'art de la scène urbaine de Zigueyi. Les danses comme le Nyama Nyama, la Nyanya, le Logobi sont nées du Zigueyi. Un reportage de Franck Kouadio et Patrick Assamoah. Plus loin, en Algérie, c'est la musique rock qui fait vibrer les mélomanes. À l'exemple du groupe métal Trax qui remporte un vif succès auprès des jeunes. Un festival de métal en Algérie. Une image peu commune dans ce pays conservateur. Le métal algérien est né dans les années 90, en pleine période de terrorisme islamiste. Mais depuis, les groupes de métal et hard rock sont isolés. Je pense qu'un soutien de l'État serait bienvenu et vraiment souhaité, parce que là, on peut faire ce qu'on peut, mais au bout d'un moment, on a besoin d'aide. Et l'aide, lorsqu'elle vient de l'État, c'est parfait. Il a fallu 4 ans pour réunir ces groupes français et algériens à Constantine pour le Fest 213. Mais pour les fans et musiciens, c'est un chemin de croix pour soutenir leur groupe préféré. Les salles de répétition et de concert leur sont souvent fermées et les plus conservateurs les accusent de satanisme. C'est une musique de violence satanique. C'est généralement ce qu'ils disent, que je voue une adoration à Satan, alors qu'ils ne savent même pas de quoi ils parlent. Avec la patience, les mouvements alternatifs algériens réussissent à contourner les interdictions pour organiser ce festival, notamment grâce à des collectifs associatifs très organisés et à une mobilisation sur Internet. Une musique qui veut se faire sa place, elle doit se battre comme toute autre chose. Si on veut intégrer quelque chose à notre culture, il faut du temps, il faut de la persévérance, il faut du courage. Et il faut de l'investissement. L'État algérien craint le développement de ces musiques trop occidentalisées. Il préfère encourager des musiques traditionnelles qui dominent la scène artistique et qui renforcent l'identité arabo-musulmane du pays. Je vous invite à présent à découvrir la culture des Émirats Arabes Unis. On va surtout s'intéresser à la manière de s'habiller des femmes émiraties. Elles arborent l'abaya, cette longue robe noire souvent confectionnée par des grands couturiers. Hassa El Falassi est une jeune designer de Dubaï. Son objectif, transformer le look des femmes aux Émirats Arabes Unis. Avec un vêtement en particulier, l'abaya, une robe traditionnelle et religieuse portée dans la région du Golfe. Elle veut aussi en faire un accessoire de mode. Les femmes émiraties ont changé. Ce n'est plus comme avant lorsqu'elles restaient chez elles et s'occupaient des enfants. Elles ont à présent leur place dans la société, donc elles ont besoin d'abayas colorés et convenables qui soient aussi confortables pour tout genre de circonstances. À l'origine, l'abaya était un long morceau de tissu noir couvrant tout le corps. Mais à présent, l'utilisation de nouvelles couleurs, de nouveaux modèles et tissus vient moderniser ce vêtement autrefois très austère. Le rôle de l'abaya aujourd'hui n'est plus le même qu'avant. Avant, elle avait un but pratique, mais à présent, elle a également un but religieux, social et aussi décoratif. Le boom pétrolier qu'a connu la région dans les années 70 a provoqué un afflux important d'étrangers. Ils ont apporté avec eux leurs coutumes et traditions, dont l'influence s'est fait ressentir sur les habitudes locales. Et les nouveaux designs plus hybrides de l'abaya encouragent aujourd'hui de nombreux expatriés à adopter la tenue vestimentaire de leur pays d'accueil. Pour mon travail, je dois porter des habits très sophistiqués et chics, mais aussi assez conservateurs. Donc l'abaya me convient parfaitement. Les abayas colorés de Hassa El Falassi pourraient bientôt franchir les frontières émiraties. Pour ses clients de passage ou en partance, un souvenir pittoresque de leur séjour dans le Golfe. Voilà, je vous souhaite une excellente fin de semaine à tous sur RTI2.